Alors, mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, si le son, l'image, si tout est OK pour vous. OK, dit Sébastien. Bonjour Sébastien. OK, dit j'ai des Landes. Bonjour Sabrina, dit Claire. Bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la première semaine du printemps. On aborde une nouvelle période. Bonjour Justine. Alors, en attendant que les personnes arrivent et nous allons démarrer. Alors, moi j'aime bien savoir de quelle partie de la planète vous vous connectez déjà. Et finalement aussi, qu'est-ce que vous faites en lien avec l'écotourisme, puisqu'on va parler essentiellement d'écotourisme. Allez-y, mettez-moi dans le chat. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent dans cette masterclass. Je suis vraiment ravie de ce qui se passe autour de cette masterclass parce que vous êtes aujourd'hui plus de 2500 personnes inscrites autour de ce projet de masterclass. Aujourd'hui, il y a eu plus de 200 personnes qui se sont juste inscrites sur celle-ci. Et vous êtes aujourd'hui plus de 3000 lecteurs sur la newsletter Écotourisme 5.0. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une proposition en or. Voilà, je vais aussi un peu vous expliquer tous les changements vers lesquels je vais et qu'est-ce que je vais mettre en place autour donc de cette plateforme qui s'appelle les Destinations du Bonheur 5.0, d'accord, et qui regroupe aujourd'hui 20 000 éco-entrepreneurs dans le domaine de l'entreprise régénérative et particulièrement, bien sûr, dans le domaine de l'écotourisme, puisque moi, je travaille beaucoup dans le domaine de l'écotourisme. Et donc, voilà, donc cette année, ce début d'année 2023, pour moi, c'est vraiment un grand résultat d'un travail de 2 années de masterclass d'acquisition. Et je me dis, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Et donc, aujourd'hui, j'aurai une proposition à vous faire pour aller beaucoup plus loin ensemble. Alors, je lis, ça va très, très, très vite. Alors, Ingrid, bonjour. Justine, Moselle, je suis étudiante et souhaite développer mon projet autour de l'écotourisme. Très bien, Justine. Alors, je suis... voilà, j'espère que je ne vais pas trop... je vais arrêter ça. Je suis de Pornic, donc Bretagne, aime beaucoup voyager et me pose des questions sur ce sujet par rapport au déplacement professionnel également. Ok, donc ça c'était Sébastien. Je suis de Seine-et-Marne et suis enseignante en tourisme vert qui a une composante écotourisme. Oui et non Ingrid. Bonjour Vania. Bien, bonjour tout le monde. Je suis basée à Grenoble et accompagnateur en montagne et propose des séjours responsables slow rando. Ok, super. Super. Alors, continuez donc à me mettre ce que vous faites. Et puis, j'aimerais aussi que vous me disiez pourquoi ce sujet vous intéresse. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette masterclass? Allez-y, mettez-moi dans le chat. Donc, voilà. Et donc, je vais un peu vous parler de l'offre, de l'offre écotouristique, de comment aujourd'hui on la met, en tout cas en œuvre dans le cadre des projets, des programmes internationaux que j'accompagne, la valeur que ça a pour les territoires et pour la régénération.
des écosystèmes et particulièrement de la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien un enjeu, soyons humbles, la planète, elle nous survivra. Ça fait 4,5 milliards qu'elle existe et elle continuera à être là. L'enjeu aujourd'hui de cette crise écologique et de fait cette crise économique, parce que on voit très bien que, qu'on le veuille ou non, notre économie est directement liée à notre écologie et non l'inverse, même si pour l'instant, ça se passe dans l'autre sens. C'est l'économie qui veut faire que l'écologie suive et l'équation ne suit plus. Donc aujourd'hui, le véritable enjeu finalement, c'est quoi? C'est la biodiversité dont nous faisons totalement partie. Ce que nous traversons, la manière dont nous avons conçu jusqu'à maintenant notre modèle économique, notre modèle de vie, a fait que c'est une réalité, c'est un constat qui est triste, mais il est bien réel. Nous avons détruit 65% de la biodiversité. Et cette biodiversité, elle joue un rôle extrêmement important. Cette biodiversité, chaque être vivant, quel qu'il soit, végétal, animal, tout comme nous, a une mission particulière à l'échelle de la planète. Et chaque partie de cette mission, pour moi, c'est ça, au fait. C'est on tricote ensemble pour arriver à la fin de la journée à faire que nos projets régénèrent un petit bout de terre, un petit bout d'oasis, un petit bout de territoire, et finalement, une partie de qui nous sommes nous-mêmes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu, et pas que pour moi. Je travaille actuellement pour plusieurs bailleurs de fonds, puisque voilà, au-delà d'accompagner à travers la plateforme Les Destinations du Bonheur et Zen-Âge des éco-entrepreneurs à apprendre à structurer des projets régénératifs. Et donc, tous les ans, à 2 périodes de l'année, j'ouvre un espace que je vais bientôt ouvrir à partir du mois d'avril pour accueillir une cohorte de 15, maximum 20 personnes que j'accompagne tout au long de l'année, de l'idée jusqu'au financement de projets, parce que maintenant on a vraiment intégré aussi la partie financement, à structurer des projets régénératifs dans le domaine de l'éco-entrepreneuriat. L'écotourisme en fait partie. Le reste du temps, j'accompagne des territoires, mais à travers des projets amorcés par des bailleurs de fonds. Actuellement, je travaille pour la Banque mondiale sur aujourd'hui le prochain grand programme sur l'économie bleue et la régénération en fait, des écosystèmes marins. Et donc, le premier projet pilote va être lancé au mois de juin en Tunisie. Je travaille aussi avec l'Union européenne sur la forêt régénérative. Et l'objectif va être aussi de définir un premier territoire en France sur lequel on va vraiment poser l'axe sur le tourisme régénératif à travers une expérience de forêt régénérative périurbaine et donc avec tout un nouveau principe aussi de décarbonation. Et puis, je travaille aussi avec mon territoire sur la question de la gestion de l'eau. Et donc, vous voyez, c'est pour vous dire que pour moi, ma préoccupation initiale, c'est d'abord l'écologie. Et c'est comment aujourd'hui on va faire que l'écotourisme, donc cette filière régénérative du tourisme par excellence, eh bien, contribue d'abord à nous régénérer et ensuite à régénérer nos écosystèmes. Et donc, comment on va structurer finalement cette offre? En quoi elle est différente même d'une offre de tourisme durable classique? Comment on va l'aborder? Qui sont les acteurs finalement qui peuvent vraiment aujourd'hui amener cette vision? Et puis, je vais vous partager 2 études de cas concrètes que nous avons menées et qui aujourd'hui marchent et fonctionnent en France et à l'étranger. Et puis, eh bien, je vous dirai aussi ce que je vous propose aujourd'hui de faire, vous aussi, pour promouvoir vos idées et vos projets en bénéficiant eh bien, de tout ce que j'ai mis en place depuis, en réalité, 35 ans, mais sur cette vision précise du web eh bien, et du marketing sur Internet depuis 2 ans. Alors,
Qu'est-ce qu'une offre écotouristique? Qu'est-ce que déjà une offre à forte valeur ajoutée? Lorsque on acquiert du savoir et des connaissances, peu importe, donc au sein de notre entreprise ou pour nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire nous qui sommes l'entrepreneur et le premier actif euh, de son entreprise. Et donc une offre écotouristique, c'est un véritable actif que vous allez créer, soit au sein de votre territoire, si vous êtes un gestionnaire de territoire, soit au sein de votre entreprise. Et donc, à chaque fois qu'on va acquérir de la connaissance et des compétences, eh bien, on va augmenter la valeur de ce que l'on va proposer aux autres, de notre contribution. Et une offre écotouristique est par excellence une offre à forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'elle va être avant tout la possibilité de mettre en place une filière régénérative et donc une filière résiliente. On reviendra aux études de cas tout à l'heure. Et pour moi, ça commence d'abord par se connecter au lieu, se connecter à l'entreprise, parce que chaque lieu, chaque entreprise a une âme et qu'elle est unique et qu'elle est distinguée par quelque chose, par sa pépite finalement. Qu'est-ce qui tue aussi notre écologie globalement? C'est la standardisation, c'est les process. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des process, mais trop enfermer le vivant dans des cadres qui ne sont pas dans sa logique a fait que, eh bien, ça a amené aussi au résultat auquel on est. Et l'intérêt du voyage, c'est quoi? C'est de retrouver de la liberté, c'est de respirer. Il ne faut pas qu'on oublie la finalité de notre métier. La finalité de notre métier, c'est de créer un espace de régénération et de rêve pour faire, pendant l'instant de ce voyage, eh bien, que la personne qui voyage se dise, c'est ça, c'est ça à quoi j'aspire aussi dans mon quotidien. Comment je vais pouvoir le mettre en place? Combien de personnes j'ai converties à l'écotourisme tout au long des missions et des projets que j'ai menés? Mais j'ai rien fait de spécial. J'ai juste partagé avec eux ma passion, mais partagé depuis le terrain, depuis l'expérience, depuis le vivant. Pour moi, j'aime dire, voilà, j'aime avoir les mains dans la terre et j'aime tricoter tous les jours avec la vie ce qu'elle me propose. Il y a des jours où c'est challengeant, il y a des jours où ça passe vraiment, c'est borderline, mais c'est ça aussi qui fait que on a envie de voyager. C'est d'aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas parce qu'on en a ras-le-bol de notre quotidien et de ce que l'on connaît. Donc, j'ai envie de dire, il faut oser aller dans cette âme très particulière de la nature, du lieu et des habitants avec qui vous avez envie de co-créer votre offre et là-dedans, amener votre signature, amener votre ADN, amener ce que vous avez envie d'apporter comme contribution au monde finalement et faire de cette contribution votre valeur, de la valeur ajoutée. Et c'est sur cette valeur ajoutée que vous allez être rémunéré. Donc, il y a aussi un modèle économique dans cette vision systémique de l'offre. Et donc, j'ai envie de dire, c'est une offre qui permet d'abord de travailler sur un thème majeur. Et je dis bien un thème. Vous allez voir dans les projets, il n'y a pas 1000 offres. Il y a un thème et c'est comment on a décliné ce thème. Donc, c'est ce qu'on appelle toute la filière de la chaîne de valeur et qui est aussi votre chaîne économique. Parce qu'à chaque fois que vous avez rajouté une offre différente, même si c'est le même sujet, vous a rajouté une complexité à communiquer, à la promouvoir, mais aussi à la promouvoir. Et donc, du coup, eh bien, c'est comme ça qu'on augmente notre facture écologique. Alors que quand on travaille sur un thème, eh bien, au fur et à mesure de la chaîne de valeur, on va pouvoir amener des modifications et diminuer justement cette empreinte écologique. Elle va être basée sur l'expérience, sur le sens, sur la rencontre et beaucoup, beaucoup sur le contenu pédagogique. Et alors, là, je vais insister sur un point parce qu'il revient régulièrement. Quand je parle de contenu pédagogique, excusez-moi les amis, ce n'est pas du contenu pédagogique qu'on va vous mettre sur un smartphone ou une tablette. En 2 mots, on dit aux gens allez dans la nature, mais surtout gardez votre téléphone et le mettez sur le téléphone. Non, le contenu pédagogique, vous allez l'intégrer
dans la manière dont vous allez concevoir votre offre et c'est le chemin qui devient le contenu pédagogique. Donc, c'est ce qui va respirer, c'est ce qui va sentir, c'est ce qui va voir, c'est la manière dont il va rencontrer les autres. C'est là qu'il faut intégrer et c'est ça qui va faire que la personne, elle va se remplir aussi, elle va se télécharger bien, du parcours que vous allez lui proposer pour vivre cette expérience, mais surtout pour se la réapproprier, parce que ce qu'on veut au-delà de ça, pour que ce voyage devienne résilient et authentique, quelque part, il faut que la personne, elle s'identifie à un moment ou un autre de ce parcours pour dire c'est ça ce que je voulais au fait. Donc, existe-t-il un écotouriste? Oui, il existe. Il y a déjà 15 ans, on a fait dans le cadre des lignes directrices, donc avec l'Organisation mondiale du tourisme, mais aussi dans le cadre du projet de la Charte européenne avec les aires protégées, on a fait une enquête et on a défini un profil. Et ce profil existe, mais c'est une niche. L'écotourisme est clairement une niche de marché. Pourquoi en période de crise, c'est intéressant d'être sur une niche? Parce que quand vous êtes sur une niche, vous avez une espèce de client ambassadeur qui porte les mêmes valeurs que vous et qui va avoir envie de contribuer à ce que vous partagez. Ce mois-ci, j'ai lancé mes premiers podcasts. Et donc, mon premier podcast, c'est la route du Majhoul. C'est la route de l'inconnu. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant 15 ans avec les peuples nomades. Et c'est l'expérience que j'ai vécue aussi dans tout le processus de régénération des oasis. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, dans ce podcast, j'ai décliné une chaîne de valeurs et il s'est passé un engouement, c'est-à-dire que voilà, des différents acteurs se sont identifiés à ce processus, sont arrivés vers moi, ça a mis en place plein d'échanges, etc. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer toute une plateforme de connaissances et d'informations qui me dépasse au fait. Et c'est ça que j'aime dans l'écotourisme. Imaginez et osez imaginer un projet qui vous dépasse et qui est plus grand que vous. Nous allons faire notre part de contribution, mais on va ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, la manière dont on pourrait accélérer la transition écologique. Ce n'est pas tant par des projets qui restent hors sol, mais c'est par une démultiplication de projets, de certains qui marchent et qui démontrent qu'il y a vraiment des résultats. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous sommes en train de travailler avec un collègue pour la revue Espace, donc qui est la revue du tourisme national, n'est-ce pas? Sur finalement, c'est quoi le tourisme durable? Parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Les acteurs du tourisme sont perdus. Ils ne savent plus ce que c'est que le tourisme durable, tant il y a une démultiplication d'approches, de théories, etc. Et donc, ce sont d'ailleurs 2 revues que je vous invite à aller découvrir dans Espace, celle sur le tourisme durable où la question est clairement posée et celle sur le tourisme de nature. Je ne sais pas qui a parlé du tourisme de nature, parce qu'aujourd'hui, le tourisme de nature, c'est pareil, il pose plus de conflits au niveau et d'impact au niveau des écosystèmes que l'inverse. Pour moi, j'ai l'impression de revivre la même histoire qu'il y a 25 ans, quand les espaces protégés ont dit « Waouh, qu'est-ce qu'on fait avec le tourisme de nature? Ça détruit. Il faut le réguler, il faut l'organiser. » Ce qui a donné lieu à la Charte européenne du tourisme durable. Donc, quand vous allez aller travailler dans une niche, vous allez définir votre chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur va permettre à un client de s'identifier à vous et donc, du coup, pas juste d'acheter votre séjour, d'adopter ce que vous allez lui proposer. Et l'écotouriste, c'est quelqu'un qui va adopter ça parce que lui aussi, il a une attente très particulière qui n'est pas juste de passer des super vacances dans la nature. C'est quelqu'un qui recherche du sens, de l'authenticité, de la rencontre, de la contribution et de l'engagement. Bonne nouvelle. Dans l'enquête que nous sommes en train de mener, il ressort que 86% aujourd'hui des Français, quand ils veulent voyager, ils se préoccupent de l'éco-responsabilité de leur voyage. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a 25 ans, le touriste, il n'avait pas cette préoccupation. Lambda, j'entends. L'écotouriste, lui, il venait dans un principe bien précis, dans cette niche-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette niche, grâce à 2020, elle est en train de s'élargir. Et en même temps, aujourd'hui,
eh bien, ces 86% sont devenus une forme de pression sur eh bien, la qualité de l'offre, son impact environnemental, son empreinte écologique, déplacement ou pas déplacement. Mais vous allez voir que dans ce que je vous propose, ça va bien au-delà juste de notre impact carbone, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, en effet, se posent la question, si je voyage, si je prends l'avion, mon empreinte carbone est importante. Oui, elle l'est, mais en revanche, vous avez aussi la possibilité de la rééquilibrer. La facture écologique, et pour ça, c'est important de comprendre comment se passe la facture écologique. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant mes 11 années de recherche. Moi, avant d'être dans l'écotourisme, je suis écologue, je suis spécialiste de la régénération, de la désertification et de la gestion des ressources naturelles. Et j'ai étudié ça dans les deux principaux écosystèmes, forestiers et marins. Et donc, le principe de la facture écologique, c'est que si on prend X tonnes de matière organique, ce qui est important, c'est de remettre et de permettre à la nature de régénérer X tonnes équivalent de matière organique. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend X tonnes de matière organique, n'est-ce pas? Puisque nous parlons toujours d'exploitation des ressources. Aujourd'hui, ça commence à changer, mais pendant longtemps, ça a été ça. Quand on parle d'agriculture, ça a été ça. C'est comment produire plus, comment produire plus de produits à base d'OGM, plus de viande, etc. Et aujourd'hui, grâce à l'agroécologie, grâce à la biodynamie, grâce à toutes ces pratiques environnementales, on se rend compte que, eh bien, c'est comme ça qu'on a appauvri la planète. Et c'est pas en lui donnant des compléments alimentaires qui ne lui font pas du bien à elle, style glyphosate et style tous les pesticides, style tous les entrants, tous les engrais, que finalement on régénère l'écosystème, on le voit très bien. Nous avons appauvri les sols et tout est parti de là. Et en appauvrissant les sols, nous avons créé une espèce d'agriculture donc de monopaysage qui ont appauvri la biodiversité et qui ont appauvri la santé parce que ce qu'on mange n'est pas bon et ainsi de suite. Et c'est comme ça que petit à petit, la chaîne de valeur est détruite. Et dans l'écotourisme, on revient sur toute cette chaîne de valeur et on va la retravailler en repermettant à la nature de s'auto-régénérer. Donc, on ne prend pas à la nature plus qu'elle nous donne. Je pourrais vous faire une masterclass là-dessus, sur ce que nous sommes en train de faire actuellement sur la forêt régénérative et comment on ne travaille qu'avec 25% du potentiel de l'écosystème. On lui laisse tout le reste pour se régénérer parce qu'il est capable de faire des choses que nous sommes incapables de faire. Et pour moi, la filière écotouristique, elle s'intègre dans ce processus. Et donc, cet écotouriste, c'est bien qu'il soit aujourd'hui encore plus vigilant et demandeur d'éco-responsabilité qu'il y a 20 ans. Parce que, ça va être une pression pour les territoires et les entreprises, c'est déjà le cas, mais aussi pour plusieurs acteurs qui sont engagés aujourd'hui dans le financement de ce tourisme, le slow tourisme avec l'ADEME, l'OFB qui aujourd'hui aussi veut lancer tout un tableau de bord sur le respect de la biodiversité par les entreprises touristiques. On y a travaillé juste la semaine dernière. Donc voilà, donc de toutes les façons, plus vous allez intégrer ces aspects rapidement, plus vous serez avant-gardiste et plus quand toutes ces lois et ces réglementations vont arriver, vous serez des pionniers. Et du coup, vous serez peut-être les premiers à être reconnus dans ces démarches. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est qu'ils sont en train de travailler sur plein de niveaux différents. Et à un moment, j'espère que tout ça, ça va se rencontrer. Donc, cet écotouriste, il a des moyens et lui, il veut de la contribution, il veut investir sur lui, il veut même faire du développement personnel. Ça, c'est les 4 critères clés qui étaient sortis des enquêtes qu'on a faites. Et il a un engagement très fort pour la nature. Donc, c'est à la fois votre client et votre ambassadeur. En 2 mots, imaginez que chacun de ces touristes va vous emmener 10 personnes. Vous savez quelle est la partie qui coûte le plus cher pour une entreprise, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines? C'est l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, plus vous allez créer une chaîne de valeur, plus vous allez fidéliser, plus vous allez augmenter votre marge et de fait votre bénéfice. Ce n'est pas juste une question de chiffre d'affaires. Là aussi, c'est tout un équilibre. Donc, cette offre, c'est la parenthèse que vous allez lui permettre de vivre
pendant ses vacances et qui pourrait être sa vie rêvée finalement. Alors, vous savez que tous les mois, vous avez un cycle de masterclass, d'accord, que vous pouvez retrouver, que j'ai une newsletter, vous pouvez être abonné à ma newsletter et tous les mois, vous avez une masterclass, mais aussi on vous la repartage sous forme de podcast. Voilà, il y a toute une évolution qui est en train de se faire. Pour les nouvelles personnes qui sont là et qui ne me connaissent pas, moi, je suis avant tout écologue, je suis biologiste. Je suis même entomologiste, c'est-à-dire que j'ai étudié les insectes avant d'arriver à l'écotourisme. Et c'est une question qui m'a emmenée à l'écotourisme. À un moment, au fait, j'étais enfermée dans mon labo. J'ai même découvert 5 nouvelles espèces pour la science. Et je me dis, mais à quoi ça sert de faire tout ça si je ne peux pas le partager? Et si au final, eh bien, d'autres n'en bénéficient pas. Et l'autre chose, en étudiant les ravageurs des forêts, c'est rigolo parce qu'au bout de 25 ans, je reviens aux forêts, j'ai compris 3 choses. Une fois qu'on a un ravageur, c'est-à-dire une fois qu'on a un problème, eh bien ce ravageur, ce n'est pas juste lui dont il faut s'occuper. Et c'est ce qu'on fait. Ah, on a des insectes ravageurs, on va utiliser des pesticides. On n'a rien réglé du tout. On a juste déplacé le problème, voire on l'a empiré. Quand ce ravageur il dit qu'en réalité, tout ce qui entoure l'écosystème a été dérangé, a été déplacé, a été déstructuré. Et donc, ce n'est pas juste regarder le ravageur, ça m'a amené à regarder tout ce qui se passait autour de l'écosystème. Et donc, ça m'a amené à prendre conscience que c'était notre manière dont on se développait qui faisait que on déstructurait la chaîne alimentaire et que la nature, elle disait attention, là, il y a un problème. Mais au fait, le ravageur, c'est juste 20% de ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a emmené à considérer toute cette chaîne de valeur et m'a emmené à l'écotourisme. En ces 35 années, j'ai accompagné plus de 125 000 entrepreneurs à aller vers l'éco-entrepreneuriat à travers plusieurs programmes internationaux, c'est ce que je vous disais. Donc, moi, je travaille quasiment avec tous les bailleurs qui sont engagés aujourd'hui pour l'environnement. C'était le cas quand on a travaillé sur la régénération des zones désertiques ou, par exemple, sur la transformation de toute la destination de la Garrotxa en Catalogne en une destination régénérative. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a mis en place le projet de la Charte européenne pour les aires protégées et que j'ai travaillé avec plus de 10 pays et plus d'une cinquantaine d'aires protégées. Donc tout ça, c'est des bailleurs comme l'Union européenne, comme le FEFEM, qui financent ces projets. Et donc voilà, donc ça, c'est mes clients aujourd'hui directs. Et donc, ce travail a permis globalement en 15 ans de classer 2 destinations au rang mondial, des destinations de tourisme durable, la vallée d'Uzis au Maroc et la Garrotxa en Catalogne, qui est aussi reconnue comme destination d'excellence, comme destination de bonnes pratiques, etc. Alors, je vais vous montrer aussi ce qu'on a fait dans le Luberon. Alors, je n'ai pas créé toute cette offre, mais on a juste commencé l'idée. C'est-à-dire que quand le Luberon s'est inscrit dans le projet de la Charte européenne, d'accord, on a cherché un thème pour ce territoire. Et le thème qui était venu à l'époque, c'était faire du Luberon à vélo en allant de point gastronomique à un autre point gastronomique. Voilà. Et c'était de voir ensuite comment cette démarche qui pouvait s'inscrire dans du slow tourisme, qui pouvait s'inscrire dans de l'observation, qui pouvait aller permettre de créer toute une économie. Et au fait, ce qui a été intéressant, c'est d'inscrire une offre thématique de pleine nature, faire du vélo, à travers différentes activités. Mais le sujet, c'est le vélo. Et aujourd'hui, le vélo est devenu une marque à part entière pour le parc naturel régional du Luberon qui s'appelle le Luberon à vélo. Alors, ils ont mis quelques années, évidemment, pour arriver à structurer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas créé 1001 offres. On est parti sur un thème pour créer une image, pour donner une vision, pour donner à ce territoire un ADN, pour dire, OK, le Luberon, on l'associe au vélo, on l'associe au plein air, mais toujours à travers cette activité. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de faire du VTT et de descendre des pentes raides. Il y a ceux qui vont venir pour faire du vélo, observer les paysages
et faire un parcours gastronomique. Donc, c'est comment on va connecter le vélo au parcours gastronomique. Il y a ceux qui veulent venir faire du vélo pour la Saint-Valentin en amoureux, et ce qu'ils veulent, c'est faire des pauses dans des endroits spécifiques, dans des endroits beaux. Il y en a un paquet, je veux dire, on aurait pu aller sur les paysages, le Luberon. Mais voilà, c'était comment on allait avoir une activité qui allait permettre de décliner toute une filière autour d'un seul thème. Le vélo en famille, le vélo entre amis, le vélo pour voir les paysages, le vélo pour déguster. C'est ce qu'on appelle une USP, un Unique Specific Product. OK? Pourquoi travailler sur un Unique Specific Product? Parce que ça vous permet d'avoir une économie, c'est une filière économique, une économie sur la chaîne de valeur, la chaîne économique, la transformation, la communication, etc., qui est juste énorme et qui est extrêmement importante. Mais ça vous permet aussi d'avoir un touriste qui, lui, aime quoi? Il aime décliner le vélo. Et comment on va l'éduquer? Celui qui vient que pour faire du VTT, à un moment, il va se dire, ok, maintenant je vais aller découvrir autrement ce même territoire. Donc, là encore, c'est une économie d'échelle qui est énorme pour le territoire et pour les entreprises et surtout pour la chaîne de valeur des professionnels du tourisme. Et après, on a décliné différents parcours. Voilà, les ocres à vélo. Donc là, par exemple, on a travaillé sur les paysages aussi, des parcours plus forts, plus faibles. Mais pour structurer cette chaîne de valeur-là, il a fallu vraiment mettre autour de la table tous les acteurs et les faire travailler ensemble. Et c'est là où l'outil de la Charte européenne du tourisme durable a été un véritable outil de gouvernance pour travailler. Mais une fois que vous avez structuré cette chaîne de valeur, même au sein de votre entreprise, eh bien, ça va vous permettre d'optimiser finalement votre travail et votre communication. Et là, on est sur une offre éco-touristique. On a fait la même chose pour les oasis. L'enjeu était de transformer ce que vous voyez là, d'accord, ça c'était les anciennes oasis, il n'y avait plus rien, en territoire de ce que vous voyez là, en une oasis, en un écosystème qui est vivant et régénéré. Donc ça, c'est quand même une aventure qui a duré 7 ans. Et donc, on a commencé par travailler la terre, par restructurer les palmiers, par redonner du sens à l'oasis, par recréer tout l'agro-écosystème. Donc, d'abord, juste par régénérer l'écosystème et de voir où on allait travailler à chaque fois sur des filières en lien avec le sens de comment aller de la désertification vers la régénération. Comment on va restaurer les habitats? Donc, l'architecture de terre. L'architecture de terre est une architecture bioclimatique, donc écologique. Donc, là aussi, comment on allait mettre de l'écologie, comment on allait travailler sur la gestion de l'eau. Et on a fait un tel travail sur la gestion de l'eau avec la terre et les palmiers en reconnectant les écosystèmes par les rhizomes qu'au bout de 2 ans, il s'est remis à pleuvoir. Le palmier n'étant pas un arbre, c'est une plante, mais qui fonctionne exactement comme un arbre. Bien, on sait aujourd'hui que les forêts jouent un rôle extrêmement important et un de leurs rôles, c'est de nous amener la pluie. Et nous sommes en train de vivre une réelle déforestation. Je travaille actuellement sur un projet sur les forêts méditerranéennes. La déforestation est énorme, elle est de plus de 46% sur certains endroits, ce qui est juste énorme pour une forêt, de destruction des sols et de la structure de la forêt, ce qui crée du stress hydrique, ce qui crée aujourd'hui la perte de la valeur des sols, ce qui donne après les feux, etc. Et ben c'est tout ça qu'il faut que l'on reconstitue pour que l'écosystème comprenne finalement qu'on recrée, d'accord, eh bien, des liens entre le vivant, entre les différents acteurs, j'ai envie de dire, de la biodiversité. Donc là, je parle vraiment des insectes, je parle de la microflore, je parle de la microfaune, je parle des différentes strates herbacées, arborées, etc., qui vont retravailler ensemble pour recréer tout un microclimat et qui va aussi avoir un impact finalement sur le climat globalement. Et ça a été vraiment l'une des expériences qui a été extrêmement frappante
parce qu'on a vu des rivières, comme on dit dans les oasis, des oueds, revenir. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, tout se tient, en fait. C'est aussi ça qu'elle nous dit, la nature. On est multiples, mais nous sommes un. Intellectuellement, nous le savons. Mais comment on le fait concrètement sur le terrain? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment le terrain. Et c'est ce qui a fait aussi que, on a fait aussi de la pédagogie, mais de la pédagogie à partir de l'expérience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, à l'époque, en plus, on n'avait pas Internet avec toutes les applications, donc on a créé des itinéraires pédagogiques. On a travaillé sur les valeurs nutritives des produits et on a comme ça permis à cette magnifique vallée d'Uzis de réexporter cette date que nous aimons, qui ne l'était plus, le Majhoul, d'accord, cette grosse date charnue que l'on aime bien manger. Il y a 3 pays qui en produisent, le Maroc, Israël et les États-Unis, je crois en Floride, ils en produisent aussi, voilà, avec des espèces différentes. Mais globalement, grâce à cette date, finalement, on a recréé des filières, on a créé exactement plus de 125 nouvelles filières agroécologiques que nous avons déclinées. Donc, ce même produit, on l'a décliné sur 125 oasis. Chaque oasis avait sa spécificité. On a travaillé sur un thème. Résultat des courses, on a créé une destination. Et cette destination, qui est donc la vallée d'Uzis, que vous voyez au tout début de ici, a été reconnue en 2021 parmi les 90 plus belles destinations au monde. Voilà. Et en fin 2023, je vais organiser un voyage d'études dans le cadre du mouvement Entreprendre l'avenir et dans le cadre de l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0 où nous allons refaire tout cet itinéraire, mais pour contribuer à différents projets qui sont en place. Donc, pour résumer, je dirais, première étape, qualifier avant de qualifier votre offre, c'est quoi votre thème majeur? Et votre thème majeur, il est beaucoup lié à qui vous êtes ou à votre territoire. D'où l'importance de faire tout un diagnostic croisé pour arriver à ce thème. 2, c'est quoi votre chaîne de valeur? Quel est le cycle vertueux que vous voulez mettre en place? En 2 mots, comment vous allez équilibrer votre contribution, ce que vous êtes venu apporter au monde, avec votre projet entrepreneurial et votre projet économique, en partant d'une vision, au moins à 5 ans, d'une offre, votre USP, votre niche, quelle attractivité elle va avoir pour votre entreprise ou votre territoire et comment vous allez fidéliser ce client pour qu'il devienne votre ambassadeur. Et donc là, c'est quelle est l'échelle de valeur finalement de cette offre. 3, cibler votre niche, donc c'est-à-dire faire de ce client votre ambassadeur. C'est toute l'expérience qui a été commencée par les parcs, mais aujourd'hui qui est aussi développée dans différents territoires. Parler la langue que comprend votre visiteur, c'est bien, mais parler son langage, celui qui l'entend, c'est mieux. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, il ne suffit pas de parler la langue qu'il comprend, parce que les gens sont tellement... on est tellement pris par toutes ces informations, par les réseaux sociaux, je veux dire, on est sollicité tout le temps que les gens, ils voient de l'information, mais qu'est-ce qu'il va faire à un moment qu'il va entendre? Et là, il va se poser, il va écouter. Eh bien, c'est parce que vous allez l'emmener dans une expérience humaine où il sent qu'elle le nourrit à un autre plan que celui juste de lui donner de l'information, de la connaissance, d'autant qu'aujourd'hui, la connaissance, on tape Google, n'est-ce pas? C'est gratuit, c'est open bar. Ce qu'on a apporté les uns aux autres, c'est l'expérience. Et ensuite, dans cette niche de valeur, si vous faites aujourd'hui du tourisme de nature, donc je crois que c'était Ingrid qui me parlait de tourisme, c'est comment tu vas évoluer du tourisme de nature vers l'écotourisme. Donc, c'est qui le touriste de nature? C'est d'abord un client généralisé. Alors, il peut être éco-responsable. Il y a pas de... Pour moi, il y a une grande différence entre faire du tourisme durable, du tourisme éco-responsable et de l'écotourisme. Dans l'écotourisme, on va beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur.
Et c'est un consommateur de destinations multiples, donc il est infidèle parce qu'on lui offre aussi ce qu'on appelle une offre sèche. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un jour une masterclass sur c'est quoi une offre sèche en partant, mais ça va venir puisque nous sommes en train de travailler sur différentes destinations dans le cadre de notre article. Et donc, je vous partagerai en temps voulu cela. L'écotourisme, déjà, le client, il est, comme on dit, aware. Donc, il cherche autre chose. Il a une autre conscience et c'est un connaisseur. Il est éco-responsable, mais pas que. Il est engagé et il veut contribuer. En 2 mots, il fait partie de votre chaîne de valeur, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui va faire juste du tourisme de nature. Et il faut que votre séjour lui permette de jouer son rôle. Et donc, pour lui, on va créer ce qu'on appelle une offre unique, mais c'est aussi une offre évolutive. C'est une offre qui va continuer de travailler pour vous d'une certaine manière. 4e point, c'est comment justement passer de cette offre généraliste, j'ai envie de dire, autour d'un sujet, à une offre thématique écotouristique, j'ai envie de dire ciblée et unique. Ce qui vous permet aussi de vous démarquer de la concurrence, n'est-ce pas? C'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des entreprises de destination, on est tout le temps dans la compétitivité. Et tant qu'on sera dans la compétitivité nous emmènera naturellement à aller vers la productivité qui nous emmènera à aller vers l'exploitation des ressources. Et là, on continue d'une certaine manière, éco-responsable ou pas, les amis, à être dans l'exploitation des ressources et de la biodiversité, dans la destruction. Et c'est ce qui se passe depuis 2020-2022. Je vous invite à aller, c'est sur Internet, le dernier rapport de la Cour des comptes sur les impacts justement du tourisme éco-responsable. Eh bien, on se rend compte que 2 ans après, malgré tout ce qu'on a dit sur l'éco-responsabilité, d'où la revue Espace, c'est quoi le tourisme durable finalement, qu'on n'a rien diminué du tout. Nos émissions de carbone ont augmenté, notre impact sur la biodiversité a augmenté et notre impact sur la consommation des espaces, toute forme commune, a augmenté. Dans une de mes newsletters, je vous ai partagé les chiffres exacts donc pour chaque partie de l'augmentation. Donc, ça veut dire qu'il se passe bien quelque chose qui ne tient pas la route dans notre histoire. Et bien, c'est ça. C'est la chaîne de valeur. C'est d'où est-ce qu'on part. Parce que si on continue à être dans des processus qui sont la compétition, etc., eh bien, on ne s'en sortira pas. Donc, c'est comment on va mutualiser. Alors, intellectuellement, c'est bien, mais comment on le fait finalement? Comment on restructure notre chaîne de valeur pour qu'au sein de nos entreprises, et par ricochet, par la suite, au sein de nos territoires, eh bien, tout ça s'auto-régénère et s'auto-nourrit. Et c'est là où on va commencer, maillon par maillon, à baisser notre empreinte écologique. Et c'est comme ça qu'on permet à l'écosystème de se régénérer. Et c'est comme ça qu'on a régénéré les oasis, non pas en 5 ans ou en 10 ans, mais en 3 ans. La puissance de la nature est juste incroyable quand on la laisse respirer. Et elle nous l'a montré en 2020. Certes, on a été confinés, mais la nature a pu se régénérer. On a revu des espèces revenir. Moi, j'habite dans le parc national de Port-Cros, où on a toute une région de zones humides. On n'avait jamais plus vu des sternes en nidification. Les sternes sont revenues, elles ont nidifié. C'était juste un balai extraordinaire de revoir des sternes. On a revu les tortues d'eau revenir, pondre. On a revu les écosystèmes dunaires se reconstituer. On ne réalise pas tout ce que nos piétinements et nos petits gestes au quotidien ont comme impact sur les écosystèmes. Et tous ces petits êtres que l'on ne voit pas, ils jouent un rôle, ils nous apportent une valeur extraordinaire. Dans le cadre du One Summit Planet, il y a eu une étude qui a été faite et c'est ce qui est en train de donner lieu à ce que l'OFP est en train de mettre en place pour créer ce tableau de bord pour respecter et pour minimiser nos impacts sur la biodiversité.
il y a eu un travail fait sur les services rendus par la nature, d'accord? Et donc, il y a un travail qui a été calculé pour ce que les baleines produisent en termes de décarbonation. Alors, on crée plein de systèmes, alors qu'il suffit tout simplement de préserver, ou j'ai envie de dire juste, laissons certaines espèces faire ce qu'elles sont venues faire. Exactement comme nous. Nous, on a une mission, eux aussi, ils ont une mission. La baleine, elle a une mission. Et une de ces missions, eh ben, c'est la décarbonation. Une baleine, dans sa vie, dans une vie, décarbone l'équivalent de la forêt amazonienne entière. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est juste énorme. Et pourtant, il y a encore certains pays qui continuent à détruire les baleines. Et certaines espèces de baleines, comme il n'y en a plus qu'une centaine, on en a tué des milliers et elles n'arrivent toujours pas à s'auto-régénérer. Quand on va voir les baleines, quand elles font leur voyage et qu'elles vont dans leur zone de nurserie, de reproduction, et même si on s'approche et qu'on est loin, etc., mais quand cette espèce va chercher le calme et un endroit pour se régénérer, elle n'a pas envie qu'elle soit dérangée, ni de loin, ni de près. C'est cet équilibre qu'il est grand temps que l'on accepte parce que leur survie, aujourd'hui, impacte notre survie. Et pour moi, l'écotourisme, c'est ce que l'on va mettre en place pour permettre la régénération de ces espèces. Est-ce qu'on a besoin d'aller vraiment nager avec les dauphins pour voir les dauphins? Et si on le fait, à quel moment on doit le faire? C'est très, très, très... voilà, la limite, elle est très borderline, en fait. Et cette limite, apparemment, nous l'avons franchie de plein de façons différentes. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Mais c'est peut-être aussi, pour nous, l'occasion, finalement, d'entamer un travail différent à travers nos séjours et nos vacances pour nous poser d'autres questions, pour revenir à juste quelle est notre place, nous, en tant qu'êtres vivants, dans ce grand écosystème, finalement. Et pour moi, le voyage, l'écotourisme nous amène aussi à nous poser des questions sur c'est quoi notre écologie intérieure. Personnellement, moi, tous ces voyages, qui étaient aussi des moments où je travaillais, n'est-ce pas? C'est pas juste, j'allais pas juste pour me balader, j'allais pour travailler dans tous ces pays, que ce soit en Mongolie, que ce soit en Afrique équatoriale, que ce soit dans les pays nordiques, parce que j'ai aussi travaillé avec des pays comme le Danemark, et comme l'Estonie, comme la Lettonie, comme le Costa Rica. À chaque fois, ça a été de revenir dans cette chaîne de valeur, de mettre les mains dans la boue de ce qui n'allait pas, de l'embrasser et de dire, OK, par où on démarre et comment on peut transformer ça. Et à chaque fois, l'enjeu, c'était la régénération et la désertification. Je n'imaginais jamais que 15 ans après, ces questions se poseraient chez nous, que 15 ans après, dans le département où je vis, c'est-à-dire le Var, nous sommes en stress hydrique. Et aujourd'hui, on fait partie des 17 départements eh bien, vous savez, sur lesquels on a mis des régulateurs d'eau parce que ben, voilà, l'eau est en train de devenir un véritable enjeu. Mais l'eau, c'est encore une fois juste les 20% de l'iceberg. Donc, si on veut retravailler sur la question de l'eau, il va falloir qu'on revoie toute la manière dont aujourd'hui on exploite les ressources à l'échelle de notre territoire. Et l'écotourisme, eh bien, c'est justement cette possibilité de revenir sur cette chaîne de valeur et d'aller vers ce processus de régénération. Et quand on commence à travailler avec ça, d'abord, ben, ça nous enrichit, ça nous grandit, ça nous transforme et c'est sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Comme je n'ai plus le temps aussi d'accompagner différents acteurs, puisque là, soit j'accompagne mes éco-entrepreneurs, soit je suis sur le terrain, et aujourd'hui, je privilégie à être sur le terrain, eh bien, j'ai décidé de vous donner la possibilité d'utiliser ma plateforme, les destinations du bonheur, d'accord? Voilà, on est aujourd'hui 20 000, ça c'est juste sur ma newsletter, d'accord? Mais aujourd'hui, ma communauté, entre les différents réseaux sociaux, etc., elle est à peu près de 30 000 acteurs autour de ça.
Dans les descriptions que vous faites de vos projets, eh bien, je vois qu'il y a aussi des pépites. Donc, j'ai envie d'ouvrir cet espace et de vous dire, avez-vous des projets intéressants? Avez-vous des messages forts? Voilà, est-ce que vous êtes des acteurs de terrain? Alors vraiment, je préférais m'adresser aux acteurs de terrain qui ont créé des expériences, etc. Eh bien, je vous donne la possibilité, une fois par mois, donc voilà, je pourrais le faire pour une personne par mois. Allez, maximum, on peut le faire avec mon équipe pour 2 personnes. La possibilité de communiquer sur vos projets et de faire votre masterclass dans l'univers de ma masterclass. Alors, ce n'est pas gratuit parce que nous, ça nous demande du travail, mais vraiment, je l'ai fait au prix. Voilà, c'est. Donc, pour bénéficier et organiser votre masterclass, d'accord, avec, après, on met en place aussi tout le replay, etc. Donc, le tarif est de 400 €. Et si vous voulez que l'on communique avec, justement, autour des projets que vous mettez en place dans tout ce réseau, d'accord, c'est vraiment ça aussi l'intérêt. Eh bien, là, on va travailler avec vous pendant un mois. On va créer des séquences avec le replay, en podcast, en interview, etc. Et donc, tout ce matériel aussi, vous allez après l'avoir pour communiquer. Mais déjà, nous, eh bien, on va l'ancrer sur tous ces réseaux-là qui vous seront ouverts. Et donc, pour cette partie, c'est 550 €. Vous pouvez prendre que la masterclass, bien sûr. Vous pouvez prendre l'ensemble. Si cette offre vous intéresse et si vous souhaitez utiliser cette plateforme pour communiquer sur vos projets, eh bien, je vous invite tout simplement à m'envoyer un mail sur je vous le mets là, les destinations du bonheur @vanage.net ou tout simplement sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn. On vous a mis mon profil LinkedIn. Donc, vous pouvez aussi utiliser mon profil LinkedIn pour me dire si cela vous intéresse. Parce qu'après, voilà, je vous demanderai aussi toute une description du projet, etc. L'idée, c'est à chaque fois aussi de donner quand même de la valeur à la communauté globalement. Et puis, vous, voilà, après, ça vous permet de vous faire connaître. Si vous avez des personnes qui adhèrent à ce que vous faites, parfait. L'idée, c'est de démultiplier et d'aller plus loin. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous proposer. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce que c'est? De tourisme dans le sud Essonne et nous souhaitons mettre en place des propositions de séjour sur le thème de l'écotourisme. Écoutez, c'est super. Voilà, l'idée, peut-être ce serait qu'on en parle ou que vous veniez en parler. Alors, pour Sébastien, tu te poses la question sur les déplacements professionnels. Eh bien, voilà, essaye d'équilibrer. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent de calculer notre facture carbone. Eh bien, essaye d'équilibrer en projet régénératif de décarbonation. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont des petits projets en agroécologie, en biodynamie, sur lesquels tu peux accompagner. Voilà, donc pour moi, vraiment aujourd'hui, la décarbonation, ça passe par soit préserver certaines espèces, soit préserver les forêts, soit travailler directement sur l'agriculture parce que c'est le socle et c'est à partir de là que tout part. Développer une offre Airbnb dans les îles Caraïbes. Ok, donc c'est très bien, c'est une offre d'hébergement. Je viens de me lancer en freelance dans la gestion de projets éco-responsables pour le secteur événementiel. Très bien. Est-ce que l'écotourisme est de poser des projets responsables ou d'inspirer les participants à aller vers une manière? Eh bien, je crois Chambaud, voilà, c'est le nom que j'ai. Je pense que dans cette masterclass, j'ai largement répondu
à cette question. Donc, on va beaucoup plus loin que l'éco-responsabilité. L'idée, c'est vraiment d'inspirer les gens à adopter un nouveau mode de vie parce que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui pour diminuer notre impact, notre facture écologique à l'échelle de la planète. Oui et non. Est-ce que les voyages lointains sont compatibles avec l'écotourisme? Oui et non, ça dépend. Si c'est un voyage tout simplement pour faire du tourisme de nature, eh bien j'ai envie de dire non. Si on voyage pour faire l'écotourisme et si la valeur qu'on va apporter et qui va nous permettre de régénérer est supérieure à l'impact qu'on va avoir, ce qui est le cas là par exemple, eh bien oui, euh, la facture est équilibrée. Alors, il y a encore une personne qui écrit, je prends ce contact. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion autour de ce sujet, vous pouvez continuer sur le lien donc, de la newsletter, d'accord? Il y a un groupe de discussion. Vous pouvez donc continuer avec moi via LinkedIn. Et si vous souhaitez eh bien, présenter un projet et bénéficier de cette plateforme, voilà, vous savez les conditions. Après, il y a juste un travail de préparation avec moi sur l'ensemble. Et ensuite, eh bien, on va produire tout le processus pour votre masterclass et après pour propulser à travers cette masterclass votre projet. Alors, Justine, déjà, tu vas sur la revue Espace, tu as énormément aujourd'hui de choses, hein, des revues spéciales, des éditions sur le tourisme durable, le tourisme de pleine nature. euh, voilà. Voilà, il est 12h28. Eh bien, écoutez, j'espère que cette masterclass vous a apporté des éléments, de vrais éléments de réflexion. Et puis, écoutez, j'espère que d'ici avril, eh bien, j'aurai aussi la possibilité de lancer un nouveau projet, voilà, en lien avec ce tourisme durable ou éco-responsable, ou en tout cas les activités que vous menez en place. Euh, mais ça va dépendre de vous. N'hésitez pas, évidemment, à revenir vers moi. On vous a mis mon lien LinkedIn, donc vous pouvez aller sur ce lien et m'envoyer un message ou aller sur le mail que je vous ai donné et m'envoyer un message. Et puis, voilà, c'est quoi l'objet, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous voulez présenter. Et à partir de là, donc, ma collaboratrice vous enverra le lien de mon agenda. On prendra rendez-vous pour caler l'événement. Et c'est parti pour ouvrir cette plateforme à d'autres intervenants. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Alors, pour celles et ceux qui voudront le replay, sachez que le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube Zenage, les destinations du bonheur, d'ici 4 ou 5 jours, le temps qu'on le mette en place et qu'on travaille le format. Voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon, eh bien, je vous dis au mois prochain, donc pour la prochaine masterclass. Ce sera peut-être moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais ce sera toujours autour d'un projet et d'action qui contribue à la régénération de notre planète et de nous, finalement. À bientôt, Dorothée. Donc, à bientôt à vous. Bonne continuation. Merci et belle journée.